Madame, monsieur, bonsoir. Les violences sexuelles sont l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde. C'est une arme utilisée dans toutes les guerres et en période de troubles et de conflits, mais elle est aussi perpétrée en temps de paix, souvent à huis clos. Les crimes et les violations à caractère sexuel, excusez-moi, il y a un souci avec le prompteur. Les crimes et les violations donc à caractère sexuel et basés sur le genre ont longtemps été considérés comme un problème marginal et la grande majorité des auteurs restent impunis et les victimes n'obtiennent pas réparation. La violence sexuelle est basée sur le genre est complexe en ce qu'elle est directement liée aux dynamiques sociales, à l'inégalité des sexes, aux préjugés enracinés, idées fausses, mythes et stéréotypes qui continuent d'exister et de proliférer dans nos sociétés. En conséquence, la violence sexuelle est basée sur le genre est souvent considérée comme un simple problème de femme ou un crime de moindre gravité, mais les chiffres sont alarmants. Car on estime, entre autres, qu'une femme sur 3 sera victime de violences physiques ou sexuelles au cours de son existence. Bien que la violence basée sur le genre mette en péril la santé, la dignité, la sécurité et l'autonomie de ces victimes, elle reste entourée d'une culture du silence. Alors, pour quelles raisons ce sujet est encore tabou? Quelle est la réalité de la situation en Côte d'Ivoire? Pour en parler, je suis en compagnie de Madame Bessie Assiri Josiane, directrice du Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Fatime. Madame Désirée Nyoncian-Denéo, secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Bonsoir et merci d'être présente. Bonsoir, Madame Djidji. Merci. Madame Niazalé Annick Estelle, sociologue, spécialiste de la pénalisation du viol en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Fatime. Et Monsieur Abel Yého, procureur de la République adjoint d'Abidjan. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Djidji. Alors, Madame Bessie Assiri, le viol fait partie des violences basées sur le genre. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Parce que dans l'entendement général, on s'imagine que ça ne concerne que les femmes. En fait, quand on parle de violence basée sur le genre, c'est toute violence perpétrée sur une personne contre sa volonté du fait des inégalités sociales qui existent entre l'homme et la femme, la fille ou le petit garçon. Et donc, ces inégalités-là peuvent être dues à la culture, à la tradition, à la religion, mais aussi à nos habitudes qu'on adopte. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, le genre... Les hommes font partie d'un genre. Effectivement. Le genre, les violences basées sur le genre prennent en compte aussi bien les femmes que les hommes. Parce que les différents types de violences que nous allons peut-être pas évoquer aujourd'hui tiennent compte de l'homme, sont perpétrés également sur la femme que sur l'homme. Mais il se trouve que la majorité des cas des victimes sont des femmes et des jeunes filles. Alors, Monsieur le procureur, Monsieur Yého, quelle est finalement la définition juridique du viol? Merci, Madame. Vous savez, ma définition sera celle qui a été retenue par les législateurs et qui a été consacrée par le Code pénal. Le Code pénal ivoirien, en son article 403, dispose que le viol, tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale, ou de toute autre nature, à but sexuel, imposé à autrui en usant d'une partie de son corps, d'un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise. Donc là, on sent la notion de consentement. Voilà. C'est-à-dire que... Pénétration, absence de consentement, violence. Donc là, on est dans un cas manifeste de viol. Absolument. Ça, c'est la qualification juridique que vous nous donnez. Tout à fait. On va après... Enfin, la définition. La définition. Le viol étant la qualification. D'accord. On va revenir après sur finalement ce qu'encourent les auteurs de ces crimes. Le viol, c'est un crime. Hein. Oui, ce sont des peines criminelles qui sont attachées au viol. C'est un crime. C'est un crime. Hein. Oui. Puni par la loi, on va parler après des peines encourues. Madame Niazalé, comme vous avez étudié la question eu égard à votre statut, comment le viol a été finalement criminalisé, pénalisé dans notre pays? Comment en est-on arrivé à ce texte de loi que vient nous préciser le procureur adjoint de la République d'Abidjan? Le texte de loi qu'il vient de lire a été adopté en 2019. Le viol est mais avant ça, le viol était déjà pénalisé. Donc depuis le premier code pénal de la Côte d'Ivoire, qui date de 1981, le viol était reconnu comme un crime déjà.
Seulement que il y avait pas de... Le code pénal ne prévoyait pas une définition du viol. Et donc, il y a eu une évolution de la situation qui, on va dire, qui a été poussée ou qui est venue à la suite, en fait, de la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue. Parce qu'il faut dire qu'en 1981 et 2002, le viol existait déjà. Et c'était un crime qui était vraiment, je veux dire, c'était vraiment ancré dans nos sociétés. Seulement que ce crime était passé sous silence. Voilà. Ce phénomène était caché dans les familles et il y avait des strates, voilà, différentes strates je veux dire, qui constituaient des obstacles, voilà, à la dénonciation du phénomène. Et donc c'est avec l'inflation du discours autour du viol au cours de la décennie de crise, étant donné les nombreux cas de viol qui ont été enregistrés et tout ça. Il y a eu plus de viols, oui, il y a malheureusement, eu plus de viols, pendant la crise. Voilà, pendant la crise, la Côte d'Ivoire a enregistré beaucoup de cas de viol et donc il a fallu que l'État vraiment soit regardant sur cette question-là. Voilà. Donc c'est l'une des raisons en fait qui a suscité la modification du code pénal de 2019 et qui a suscité la définition du viol aujourd'hui. Cette définition et même la criminalisation du viol conjugal. C'est que ne prévoyait pas le code pénal. Il voulait si possible. Oui, le préciser. Ok. Tout à l'heure, enfin, Annick, on se connaît du coup dans le milieu enfin, activiste. Il y a également la part des organisations de la société civile dans cette définition du viol dans le code pénal. Après la crise post-électorale de 2011, il y a eu un gros plaidoyer d'associations de droits de l'homme, d'associations en fait, de défense des droits des femmes concernant la définition du viol dans le code pénal. Ça n'arrive pas enfin avec... Je partage en partie le point de vue d'Annick, mais ça n'arrive pas en fait avec toute la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue. Mais il y a eu un gros plaidoyer. Et en 2018, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire en fait était à l'examen périodique des Nations Unies concernant la situation des droits de l'homme. Et c'est une question qui est revenue en fait à cette tribune des Nations Unies là. Du coup, en août 2019, il y a eu la définition du viol dans le code pénal. C'était un gros plaidoyer des organisations. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire était en retard sur ces questions ? Effectivement. D'accord. Donc, c'était une manière de se remettre à jour. Je vois que le procureur de la République adjoint veut intervenir. Oui, je voulais juste apporter de l'eau à son moulin pour dire qu'effectivement, sous l'empire du code pénal de 1981, le viol n'était pas défini clairement, de sorte que cela entraînait des différences de règlement de procédure d'une juridiction à une autre. Il y avait des disparités de qualification et donc ajouté à cela, la Côte d'Ivoire avait souscrit à des engagements internationaux, régionaux et sous-régionaux. Il s'agissait pour le ministère de la Justice de faire en sorte que nos textes internes, notamment le code pénal, soient en cohérence avec ces engagements internationaux. Et c'est ce qui a été fait avec l'adoption du nouveau code pénal courant de 2019. Je pourrais, si vous me le permettez, ajouter que, comme monsieur le procureur l'a dit, et comme Mme Denao l'a dit, ça a été porté, certes, par les organisations de la société civile, mais également par le ministère de la Femme. Parce que dans le cas de l'élaboration de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, c'était des questions qui étaient constamment revenues et qu'on discutait vraiment de façon concertée avec tous les acteurs. Donc la révision du code pénal est le fruit des actions concertées de tous les acteurs, aussi bien du ministère de la Justice, du ministère de la Femme, que des organisations de la société civile. Parce que je me souviens bien, à une époque, c'est un dossier qui a été porté par le ministre d'alors auprès du ministre de la Justice. Merci pour toutes ces précisions. Alors, dans l'imagerie collective, on associe le viol à une agression violente en extérieur, à des heures tardives, par un inconnu. Alors qu'il existe différents cas de figure dans le viol. On parle même de viol au sein d'un couple marié. Et on va parler de tous ces cas de figure. À travers votre association, Madame Denao, quelles sont les réalités auxquelles vous êtes confrontée ? Déjà, à la Ligue, nous, on va dire qu'on a une sorte de serveur qui comptabilise généralement tout ce qui est agression sexuelle, violence conjugale, harcèlement, violence même économique faite aux femmes. Et on a la chance à la Ligue d'être, avant d'être membre de la Ligue, d'être web activiste, d'avoir une grande visibilité sur les réseaux sociaux. Donc généralement, ça part d'une alerte sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de veille dans plusieurs plateformes telles que
BPS, enfin brigade de premier secours, police secours, pour pouvoir prendre en charge ou accompagner rapidement en fait, les victimes de viol. À la Ligue des victimes de viol, il y en a 5 par jour, 5 appels par jour. Vous recevez 5 appels 5 appels par jour. Ça concerne tout le territoire national? Tout le territoire national, c'est pas qu'à Abidjan. Et l'âge oscille des personnes, des dames que nous accompagnons, des survivantes, enfin que nous accompagnons, oscille entre 2 et 70 ans, pour la plus vieille suivante que nous avons accompagnée. Donc en fait, c'est dit que ça touche... La fourchette est vraiment large. La fourchette est large, ça touche toutes les femmes, ça touche tous les secteurs de la société. Parce qu'on a tendance à croire qu'il y a un secteur propre, c'est peut-être, surtout avec la culture du viol, si je peux peut-être préciser cela, la culture du viol, c'est tout ce qui est propos qui va, comment on va dire ça, dédouaner l'agresseur, qui va culpabiliser la victime. Et on est dans une société où malheureusement on a tendance à indexer la victime au lieu d'indexer le bourreau. Donc, ça va être enfin quelque chose comme ça, accompagner en fait ces femmes-là dans le parcours juridique, surtout dans la prise en charge psychologique, étant donné le tabou qu'il y a sur la question du viol en Côte d'Ivoire. On va en parler des conséquences psychologiques, sociales et physiques d'abord dans ce cadre-là. Je reviens vers vous, Madame Bessia Assiri. Justement, on parlait du ministère à l'instant. Vous pouvez nous faire un état des lieux sur les cas de viol dans notre pays? Qu'est-ce qu'on en sait? Y a-t-il une cartographie? Je voudrais dire qu'effectivement, il y a une cartographie. On a une base de données qui nous permet de recueillir tout ce qui est violence basée sur le genre au niveau national à travers les plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. La Côte d'Ivoire a mis en place un système qu'on appelle le système d'information et de données sur les violences basées sur le genre, le GBV-AIMS. Voilà, la Côte d'Ivoire vient après la Thaïlande et la RDC dans ce mode de collecte de données-là. Et donc, à travers ce système-là, en 2020, on a pu recueillir 5405 cas de violences basées sur le genre. Et de ces 5405 cas de violences basées sur le genre, nous avons eu 822 cas de viol. Et de ces 822 cas de viol, on a environ 630 cas de viol sur les enfants. Donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver... Sur les 800 cas de viol, 600 concernent les enfants? Oui. Donc, plus de la majorité, largement? La majorité concerne les enfants. Donc, ça veut dire, si on essaie de faire un ratio, on se retrouve à 2 cas de viol par jour et c'est vraiment alarmant. Alors, là, ce que vous dites, c'est plus qu'alarmant, c'est effrayant, Vraiment, j'aimerais une réaction à la fois du procureur pour nous expliquer, procureur de la République adjoint, je précise, pour nous dire en fait finalement quelle est la réponse pénale. Et surtout, est-ce que c'est un cas aggravant, le fait que la victime soit mineure? Est-ce que la pédocriminalité est un traitement particulier? Qu'est-ce qu'on risque déjà de manière générale dans le cadre d'un viol en tant qu'agresseur? Oui, en ce qui concerne les enfants, je devrais dire que je n'ai pas cité l'article 403 jusqu'au bout, mais l'alinéa 2 précise que, considéré comme viol, tout acte de la nature que j'ai expliqué tout à l'heure, qui a été commis sur un mineur de 15 ans. Le mineur de 15 ans, juridiquement, c'est celui qui est mineur par rapport à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire qui n'a pas encore 15 ans révolus. Donc ça rejoint bien ce que Madame disait tout à l'heure sur les enfants. Sur les enfants. Ce n'est pas une hypothèse d'école, hein, ce sont des faits réels, ce n'est pas de la... Est-ce que la peine est plus lourde quand ça concerne des mineurs de moins de 15 ans? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le principe, quand il s'agit de viol, c'est la peine d'emprisonnement est de 5 à 20 ans. Et quand c'est une personne qui est mineure, quand c'est une personne, quand l'auteur des faits, parce qu'il y a des circonstances aggravantes. Oui, voilà. Ce que je viens d'indiquer, c'est le viol simple. Hein, le viol simple. Il est puni de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Le maximum, c'est 20 ans d'emprisonnement. Mais quand il y a un concours de circonstances qui aggrave l'infraction de viol, on passe l'emprisonnement et à vie. On est puni à vie? On peut être enfermé à vie? À vie. Et donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples concrets. C'est quoi? C'est la pédophilie? C'est quoi? Par exemple, quand le viol est commis en réunion. D'accord. Hein, un viol collectif. Quand c'est un ascendant, commet un viol sur sa progéniture. L'inceste? On peut être contre... C'est autre chose. À vous distinguer l'inceste du viol sur un ascendant? L'inceste, c'est autre chose. Mais il faut qu'on soit clair pour les populations. C'est quoi la nuance d'un rapport incestueux avec celui d'un... Un rapport incestueux peut être consenti.
entre le père et la fille, c'est ça l'inceste. Ou entre frères et sœurs, il peut être consenti. Dans le viol, il n'y a jamais de consentement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est suffisamment clair? Donc, je dois expliquer davantage. J'aimerais réagir un peu sur ce qu'il dit. C'est vrai que l'inceste peut être consenti. Mais en même temps, le Code pénal nous dit que le mineur de 15 ans n'a pas de consentement. Donc si c'est un mineur qui semble consentir à l'acte avec son père, c'est un viol. Non, c'est pas... Je veux dire, il ne faut pas mélanger les choses. Excusez-moi. Mais c'est un débat qui est même dans d'autres pays qui a été élevé avec l'affaire du consentement et l'âge. On a vraiment besoin de Alors, comprendre là. Vous savez, deux qualifications différentes, ça veut dire que ce n'est pas la même réalité. Pour nous les juristes. Si on a dit inceste et on a dit viol, je veux dire que ce n'est pas des synonymes. Ce n'est pas des synonymes. Ça aurait été des synonymes qu'on les aurait regroupés. L'inceste, à la différence du viol, peut être consenti. Non, je parle de viol sur l'ascendant. Vous parliez d'ascendant tout à l'heure. Je vais vous expliquer, madame, si vous me permettez d'avancer. Alors, l'inceste, c'est la relation sexuelle qu'il peut y avoir entre un ascendant et un descendant, ou entre frères, utérins, consanguins, etc. C'est ça l'inceste. Et comme j'ai dit, à la différence du viol, qui est toujours un acte contre la volonté de la victime, l'inceste peut être consenti. C'est pour ça que nous, les juristes, nous distinguons. D'accord. Maintenant, quand c'est, je veux dire, ascendant, dans un cas de viol, il n'y a pas de consentement. Un ascendant qui consomme un acte de viol sur son descendant, c'est l'emprisonnement à vie. C'est une circonstance aggravante. D'accord. Merci de la précision. Et puis d'autres cas de figure, par exemple, on parle aussi de viol dans un couple marié. Oui. Là aussi, quelles sont les peines encourues pour les auteurs, les maris qui posent ces actes-là? Ce sont les mêmes peines. Toujours de 5 à 20 ans? Oui. Il n'y a pas de circonstances aggravantes là pour le coup? S'il s'est fait aider, bien sûr, les circonstances aggravantes qui sont, je veux dire incriminées par les viols ordinaires sont valables quand c'est un viol dans un couple. Sauf que, en ce qui concerne le couple, il y a une présomption de consentement, qui est une conséquence de l'obligation de cohabitation qui résulte du mariage. Mais cette présomption est une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve du contraire. Ça veut dire que le législateur n'exclut pas, comme elle l'a si pertinemment relevé tout à l'heure, n'exclut pas le viol entre mariés. Je vois vouloir réagir sur tout ce qui a été dit. Oui. La notion de consentement, peut-être qui, finalement, en plus de l'acte posé, et puis surtout du terme de pénétration, quel qu'il soit, et avec objet ou physiquement, le consentement, c'est la base. Oui. C'est la base le manque de consentement, c'est la base de toute agression sexuelle. Déjà. Le manque de consentement, c'est l'une des choses, en fait, qui pénalise véritablement, l'un des éléments constituants du viol, le manque de consentement. Et donc, il peut y avoir, effectivement, manque de consentement entre époux. Mais je me demande vraiment si on a déjà eu un cas, en fait, de pénalisation d'un viol conjugal. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, parce que c'est une question, en fait, qui est vraiment délicate. C'est vrai que la loi est claire, mais entre la loi et l'application de la loi, il y a vraiment... c'est dû à quoi, cette présomption de consentement dont nous parlait M. Yeo? Étant donné qu'on a l'occasion, ça n'arrive pas comme ça tout le temps, d'avoir la parole, enfin sur la chaîne principale, de parler de consentement. Le consentement, en tout cas, pour nous qui sont défendeurs, ça se dit maintenant, de droits de la femme, qui luttons contre les violences faites aux femmes, le consentement, c'est simple, c'est non. Quand elle dit non, c'est non. Ou quand il dit non, c'est non. C'est ce qu'on fait, c'est le message qu'on utilise en fait chaque fois qu'on sensibilise. Quand elle dit non, c'est non. Elle peut être nue, elle peut apporter une tenue, entre guillemets, sexy, parce que le vêtement, la manière de se vêtir n'est pas en fait une invitation au viol. Elle peut se promener tardivement la nuit, dans des endroits peu recommandés. Quand elle dit non, c'est non. C'est ça en fait, c'est ça le consentement.
Et du coup, dans le couple, il y a consentement parce qu'on a tendance parfois à évoquer le devoir conjugal qui va plus s'appliquer à la femme au nom du principe de la soumission. Et c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire. Au nom des traditions, prétexte. Du coup, on va s'enfermer derrière pour dire, bon, de toutes les manières, c'est ton mari, tu dois accepter en fait d'aller avec lui. Quitte du consentement de cette femme-là. Et nous, en fait, dans la plupart, c'est vrai qu'on ne parle pas de violence conjugale aujourd'hui, mais dans la plupart des cas de violence conjugale qu'on traite, il y a beaucoup de viols conjugaux. La dame va te dire, oui, mais de toutes les manières, il allait avec moi quand je ne voulais pas, quand il ne voulait pas, quand je refusais, il me battait. C'est d'ailleurs, en fait, l'exemple d'un cas de mariage forcé qui a défrayé la chronique. Il y a même eu, en fait, un communiqué de la Ligue, en fait, sur cela, d'une petite qui a dû tuer son compagnon. C'était un cas de violence, en fait, non seulement de mariage forcé, de pédocriminalité, mais de viol conjugal. Donc, c'est une question sur laquelle aussi il faut lever le tabou. On peut être marié et victime de viol. Quand je dis non, c'est non. Mais je veux qu'on revienne sur cet exemple du mariage forcé, parce que très logiquement, on parle de mariage forcé, donc là, on est persuadé qu'il n'y a pas de consentement, puisque la personne a été mariée contre son gré. Donc, dans un cas de mariage forcé, le viol est quasi caractérisé. Seulement si le consomme, c'est un viol. Donc, ça veut dire que l'auteur peut encourir encore les peines que nous avez énumérées précédemment. Face à tous ces propos, vous aussi, vous recevez des victimes de viol, que ce soit des femmes et des hommes, même si vous êtes le ministère de la Femme. Est-ce que vous traitez les cas de viol des hommes en tant que ministère de la Femme? Les cas des enfants. Des enfants. Les enfants victimes de viol, oui. Pour les cas de viol sur les hommes, on a eu quelques cas pendant la crise post-électorale de 2002. On a eu des cas de viol sur des hommes, des adultes, je veux dire. Mais sur des enfants, on a souvent ce type de cas. C'est un phénomène, et puis vous nous donnez des chiffres, mais vraiment alarmants. On va, sans catégoriser... Rapidement donner les statistiques sur les enfants. En Côte d'Ivoire, c'est 1% de petits garçons qui sont victimes de pédocriminalité. Donc ça ne touche pas que les petites filles, ça touche également les petits garçons. Quand vous dites 1%, ça veut dire qu'ils sont plus dans le pourcentage de pédocriminalité, enfin les chiffres qu'évoquait tout à l'heure Madame Bessie, concernant les cas de viol, c'était à peu près plus de 600 enfants victimes de viol. Et dans ces 600 enfants, il y a au moins 1%, ça c'est au moins 1% de petits garçons qui sont victimes en fait de pédocriminalité. Nous, à la Ligue, on accompagne, c'est vrai qu'on accompagne des filles, des femmes, on a accompagné des petits garçons, on a 3 ou 4 petits garçons comme ça qu'on a accompagnés qui étaient victimes de pédocriminalité. Alors, je vais vous proposer de suivre un reportage au CHU de Cocody réalisé par Sédou Ouattara et on revient et on va s'attarder sur la pédocriminalité si vous voulez bien. Bien que les définitions légales et médicales varient, le viol est généralement défini comme une forme de pénétration orale, anale ou vaginale pratiquée sous la menace ou la force sur une personne non consentante ou qui est incapable en raison d'un handicap cognitif ou physique ou d'une intoxication. Quelles sont les conséquences d'une violence sexuelle? Une tâche qui appelle à de multiples questions. Parlant des violences sexuelles, surtout du viol, nous pouvons le définir comme le désir ou la pratique sexuelle sur une personne non consentante. Ce viol aujourd'hui survient sur toutes sortes de personnes. Les adultes, les enfants et même, je dirais plus, les hommes. Au départ, c'était les hommes qui pratiquaient le viol sur les femmes. Mais de plus en plus, on a des hommes qui pratiquent les violences sur d'autres hommes. Et tout peut arriver. L'état dans lequel les femmes violées nous arrivent, c'est un état de détresse totale, détresse psychologique chez les femmes d'un certain âge, adolescentes ou plus. Et c'est un état dramatique chez les petites filles. Elles sont ignorantes, elles ne savent pas de quoi il s'agit. On les blesse et elles arrivent. Les principales victimes de violences sexuelles sont les enfants, les filles étant 3 à 6 fois exposées que les garçons. Une fille sur 5 subit des agressions sexuelles. En plus d'être une grave atteinte à leurs droits, les violences sexuelles ont de lourdes conséquences psychotraumatiques à court, moyen et long terme. Elles impactent leur santé, leur scolarité, leur vie affective, sexuelle et sociale.
Lorsqu'un pédiatre ou un chirurgien pédiatre reçoit un enfant pour agression sexuelle, il faut avoir un dossier bien réalisé, c'est-à-dire un examen médical qui est bien fait, en sorte que les éléments qui sont dans ce dossier, la justice puisse l'utiliser pour estimer la gravité de l'agression, mais aussi pour pouvoir vraiment faire la part de ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'on reçoit des enfants, on reçoit des filles pour agression sexuelle, on reçoit des garçons pour agression sexuelle. Donc ça permet vraiment de savoir ce qui s'est passé et surtout de pouvoir dire que vu les conditions, ça c'est le travail de la justice après avec les enquêtes, que ça a été une agression sexuelle ou bien ça ne l'a pas été. Alors on l'a vu, hein, ces agressions sexuelles ont des conséquences désastreuses sur les victimes. Notamment psychologiques, physiques, bien sûr, et malheureusement aussi conséquences d'ordre social. Mais on reproche souvent aux victimes de ne pas porter plainte, de ne pas aller au bout de leur démarche. Pour quelles raisons, selon vous? C'est quoi? C'est l'aspect traumatisant qui freine, au-delà de la culpabilité dont on va parler, mais pourquoi ça n'aboutit pas? Pourquoi ne C'est vrai qu'il y a un pas? aspect traumatisant, parce que c'est une agression. Donc, la victime est traumatisée, certes, mais l'aspect traumatisant n'est pas déterminant dans la poursuite des cas de viol. Généralement, c'est tout un poids de la société, en fait, qui retient, en fait, la victime dans une forme de silence. Donc, on a déjà, au niveau de la famille, on ne voudra pas que la victime aille exposer ce crime parce que tout de suite, là, le viol est perçu comme une perte de la dignité de la victime. Donc, la famille ne voudra pas, en fait, qu'elle aille dénoncer, qu'elle aille affirmer qu'elle a été victime de viol. Et quand on sait que le viol est un crime qui se passe toujours dans l'environnement de la victime, il y a aussi le poids de la communauté qui vient s'ajouter. Donc, même si la victime, j'ai étudié un cas de viol où la victime et son tuteur étaient prêts, ils sont allés jusqu'au commissariat dénoncer le cas et finalement, il s'est retrouvé avec la communauté, je veux dire, la communauté s'est mise à essayer en fait d'entraver l'évolution normale de la procédure. Et puis la peine a été retirée. Donc il y a d'abord la communauté, il y a la famille, il y a la communauté. Vous voulez dire quoi? La peine n'a pas été appliquée? Comment ça retirée? Comment on peut retirer une peine? La plainte a été retirée. Ah, la plainte, j'ai compris la peine. Oh, la plainte a été retirée. Et donc, déjà, il y a la famille. En second, il y a la communauté. Maintenant, au cours de ces dernières années, on voit que les policiers ont commencé à être formés à la question. Sinon, quand on sort de la communauté, qu'on arrive à la police, parfois même ce sont les agents de police en fait qui vous demandent d'aller régler l'affaire en famille pour ne pas... À l'amiable, comme si c'était un simple vol de sac à main. Exactement, pour ne pas jouer sur l'équilibre social en fait. Et même parfois encore au niveau du tribunal, moi j'ai eu des cas, des études où les cas de viol étaient condamnés à de 6 mois à 1 an, 2 ans de prison. Sur le territoire national? Sur le territoire national. C'est-à-dire que des tribunaux ne respectaient même pas les lois? Déjà, entre la correctionnalisation du viol et puis la peine attribuée, quand le viol, étant donné qu'il n'y avait pas de définition, le viol était très souvent correctionnalisé. Et puis, c'est vrai qu'il était jugé comme un délit, mais là encore, on pourrait en fait, je veux dire, appliquer la peine maximale des délits. Mais l'auteur pouvait sortir après 1 an d'emprisonnement, ce qui ne répondait à rien en fait. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, hein. Je vais vous laisser avoir un tour de table. Déjà, pour revenir sur les chiffres que vous nous avez donnés au début de l'émission, on se doute qu'ils sont forcément en deçà de la réalité, puisque les victimes ne parlent pas, puisque les dossiers sont tus avant d'aboutir et d'arriver dans les bureaux de notre cher monsieur le procureur de la République adjoint. Donc, c'est-à-dire que la situation est beaucoup plus grave qu'on imagine, très certainement. Oui, certainement. Il y a une étude que le ministère de la Femme a conduite, l'enquête VAX, l'enquête qui traite des questions de violence faites sur les jeunes et les enfants. Et cette enquête-là révèle qu'il y a 40% des femmes quand même qui savent qu'il existe des services de prise en charge. Malheureusement, il n'y a que 8% qui ont accès à ces services, qui ont recours à ces services. Et la question, comme elle le disait, c'est qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas accès à ces services? Une des raisons qu'elle a évoquées,
il y a la pression familiale, il y a la culture, parce que n'oublions pas que ce sont des questions de genre. Et donc, il y a un mode de fonctionnement dans lequel la femme a été éduquée, où on prône la culture du silence. Et là, en ce moment, elle ne peut pas exprimer la souffrance et la douleur qu'elle subit. Mais en dehors de la culture, de la tradition, il y a également le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont analphabètes dans nos sociétés, qui ne savent pas comment, où aller lorsque on est victime de violence. Elles ne maîtrisent pas le mécanisme d'accès à ces services de prise en charge. Et donc, évidemment, souvent, on se dit à quoi bon avoir accès à tel ou tel service? Est-ce que, en allant là-bas, je pourrais bénéficier d'une prise en charge quelconque en fonction de la situation que je vis? Et voilà un peu le tableau par rapport au manque d'accès à ces survivantes-là. Juste une précision, quand vous parlez de prise en charge, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour ceux qui nous regardent? C'est quoi une prise en charge du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en cas de viol? Je voudrais rappeler que la question... C'est financier? C'est psychologique? La prise en charge des cas de violence basée sur le genre en général et des cas de viol est une prise en charge holistique. Une prise en charge holistique s'entend par le fait qu'il faut pouvoir permettre à ce que plusieurs acteurs interviennent dans la réponse. On a ici le magistrat qui fait la prise en charge juridique et judiciaire. Il y a aussi la prise en charge médicale, parce qu'on l'a vu dans l'élément tout à l'heure, les médecins qui sont intervenus sur la prise en charge médicale. Il y a également la prise en charge psychosociale. La prise en charge psychosociale se fait à travers les travailleurs sociaux qui sont le plus souvent très en contact avec les familles, avec la communauté, pour aider à la réhabilitation de la survivante lorsqu'elle est marginalisée, lorsqu'elle se sent rejetée, elle a besoin d'être entourée. Et c'est cette force-là qui provient du service social qui l'aide à vraiment réintégrer la cellule familiale, à prendre confiance en elle et à pouvoir poursuivre sa vie normalement. Il y a aussi la prise en charge psychologique qui se fait pour les survivants qui vivent vraiment un traumatisme grave suite à ces cas de viol. Voilà ce que représente la prise en charge holistique des cas de violence basée sur le genre. D'accord, moi je vais revenir sur 3 points, notamment déjà pourquoi il n'y a pas de plainte. Il y a des chiffres donnés par le ministère, en même temps que le ministère donne ses chiffres. D'autre part, il y a le Conseil national des droits de l'homme qui donne ses chiffres. Il y a nous, la Ligue, qui donne nos chiffres. Il y a le réseau des hommes engagés pour la masculinité positive qui donne ses chiffres, qui a d'ailleurs mené une récente enquête là, qui date de septembre 2020, qui est assez en fait intéressante. Donc, il faudrait qu'il y ait une centralisation de tous ces chiffres-là pour avoir une meilleure approche en fait, du phénomène. Parce que tant qu'il n'y a pas de chiffres du point de vue holistique, en fait, il n'y a pas de communication. C'est qu'il y a des plateformes qui existent. Le ministère travaille, le ministère de la Femme travaille, mais est-ce que c'est assez? Personnellement, je pense que c'est non, honnêtement. Et pour revenir, par exemple, à pourquoi est-ce que les victimes ne vont pas porter plainte? Il y a la culture du silence, en fait, comme le soulignait tout à l'heure, en fait, Madame Niazalé, mais il y a également le traitement, l'accueil dans les services de police et de gendarmerie. Moi, je sais, en fait, parfois, il y a un commissariat dont je vais taire le nom, mais aucune de nos plaintes n'aboutit dans ce commissariat-là. On est parfois obligé d'aller porter plainte dans un autre commissariat. Ah, mais il ne faut pas taire le nom, c'est l'occasion. Bon, de peur de tomber encore avec un communiqué, enfin avec diffamation, mais bon, c'est pas grave. Allez-y. Mais par exemple, au 18e arrondissement, on a des plaintes qui n'aboutissent pas. On va porter plainte. À chaque fois, il y a des plaintes pour cas de viol qui n'aboutissent pas, pour cas de violence conjugale qui n'aboutissent pas. Est-ce parce que nos policiers ne sont pas formés à la question des violences faites aux femmes, mais est-ce parce que nos policiers ou nos gendarmes refusent de protéger les femmes? C'est cette question-là que nous nous posons à chaque fois. Ouais. Mais on a cru comprendre, parce que effectivement, on aurait pu recevoir aussi un représentant de ce ministère. On a cru comprendre qu'il y a une cellule spéciale maintenant pour accueillir les femmes qui ont été victimes de violences et qu'il y a une formation qui se poursuit. Je veux revenir rapidement sur la question du certificat médical, qui est un élément important quand on va porter plainte. Il coûte 50 000 francs en Côte d'Ivoire. Et notamment, l'étude réalisée par Ghislain Koulibaly, qui est sociologue, expert en question de violences faites aux femmes, démontre que plus on va en fait dans le milieu rural, il y a des cas de violence. 71% de cas de violence en fait sont, comment on appelle ça, sont collectés dans le milieu rural. Et dites-moi, est-ce que, comme dans un village comme Komborodou,
situé à 20 km de Korogo, une dame réussit à sortir 50 000 francs de sa poche pour pouvoir payer un certificat médical. C'est une réalité. C'est un plaidoyer qu'on fait depuis longtemps auprès de l'ordre des médecins. Il va falloir aussi qu'on puisse répondre, en fait, permettre à ces femmes-là de pouvoir se sentir protégées par la justice. Alors justement, monsieur le procureur, parce que effectivement, quand les cas de viol arrivent vers vous, c'est qu'il y a eu d'abord une plainte déposée, une enquête diligentée avant d'arriver à vous. Déjà vous-même, vous pouvez nous donner un peu des chiffres en état des lieux, des condamnations, même si vous vous occupez principalement d'Abidjan. Y a-t-il beaucoup de condamnations pour viol dans notre pays? Alors, je voudrais justement vous me donner l'occasion de rebondir sur le propos de ma voisine tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai indiqué tout à l'heure que sous l'empire du Code pénal de 1981, le viol n'était pas défini. De sorte qu'il y avait une disparité dans la répression de cette infraction. Mais depuis le nouveau Code pénal, ce qu'elle vient de dire n'est pas possible. D'abord, je vous ai dit, c'est de peine de 5 à 20 ans. Dans cette marge, le juge, en fonction de la personnalité du criminel, peut adapter la peine. Mais quand le viol est compliqué d'une circonstance aggravante, c'est une peine péremptoire. Le juge n'a pas le choix. Donc ce qui est dit là n'est pas possible. Je voulais préciser cela. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est criminalisé. Maintenant, en ce qui concerne, pour Abidjan, je peux parler d'Abidjan. Oui. Au cours de l'année écoulée, nous avons reçu 64 procédures. 64 procédures. Ça paraît peu. Et pour cette année, nous avons 68 procédures de viol. Mais je ne veux pas rentrer dans la bataille des chiffres parce que, comme disent les criminologues, il y a toujours un chiffre obscur. Il y a toujours un chiffre obscur, surtout en matière de viol. Voilà. Et je suis surpris qu'une de nos unités de police judiciaire soit citée comme ne donnant pas de suite. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein, c'est possible. Mais si tel est le cas, le parquet est ouvert. Nous recevons tous les jours. Autrement, j'ai un courrier sur votre bureau. Hein. Pardon? Nous avons un courrier à la Ligue sur votre bureau qui concerne un cas de viol qui était mené à Mbadon. Et tout à l'heure, avant de venir, mes collègues m'ont dit à la Ligue, notre responsable des interventions sociales, qui est d'ailleurs en charge de ce dossier, m'a dit « Ce serait bien que tu dises au procureur que c'est notre allié. On a un dossier concernant un cas de viol sur mineur de 8 ans en Mbadon. Et depuis, il y a un courrier qui était adressé. J'ai peut-être une copie du courrier, je pourrais vous l'envoyer par mail. Et du coup, il n'y a pas de suite. Et malheureusement, parfois, nous, quand c'est comme ça, on ne sait même pas comment regarder les parents. Parce qu'on nous dit, oui, vous êtes la Ligue, on vous voit à la télévision, donc on a l'impression qu'on peut, en fait, comme on va dire, titiller le système judiciaire. Et puis, en même temps, je profite pour demander aussi, c'est un plaidoyer que je fais. Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir, vous représentez pour nous l'institution judiciaire. Mais demandez à ce qu'on envoie aussi des signaux forts. Aujourd'hui, on a peur de voler un téléphone portable que violer une femme ou un enfant, parce qu'on sait que, entre guillemets, ça ne va pas aller quelque part. On a des cas qui ont défrayé la chronique. L'affaire Ben Badi, depuis, il n'y a pas de suite. C'est autant de cas comme ça. On attend qu'il y ait des réponses fortes pour pouvoir permettre aussi aux gens de savoir que quand on commet un viol ou quand on agresse une femme, on n'est pas au-dessus du système. Et c'est ça que les femmes, les enfants attendent. Il faut aussi maîtriser les arcanes du système judiciaire, madame. Hein? Vous enfoncez une porte ouverte. Nous sommes partenaires, nous sommes d'accord. Effectivement. Mais vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, on ne juge pas un crime comme on juge un délit. Okay. Un délit, c'est flagrant, on va tout de suite à l'audience. Un crime, d'abord, vous avez une enquête préliminaire. Ensuite, ça arrive sur la table du procureur de la République, qui est obligé, c'est une servitude légale. Moi, je ne suis pas législateur, je suis magistrat, donc serviteur de la loi, qui est obligé, quand il s'agit d'un fait criminel, de saisir un juge d'instruction, qui va faire une enquête. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le double degré d'instruction. C'est-à-dire que la chambre d'instruction criminelle va être saisie après que le premier juge d'instruction va être saisi. Ce n'est pas nous qui faisons les lois. Nous ne faisons que les appliquer. Donc il faut le savoir. Vous parlez de l'affaire Ben Badi. Vous dites qu'il n'y a pas de réponse. Mais on ne vous a pas dit que la procédure était close. Non, on n'a pas de suite pour l'instant. Je n'ai pas dit que la procédure est close. La suite d'une procédure normale,
Bon, on va peut-être éviter de parler des dossiers en cours. Comprenez. Si on le peut. On va éviter de parler. Voilà. Parce qu'il y a quand même le secret de l'instruction. Il y a le secret de l'instruction. Non, je ne rentrerai pas dans le fond des dossiers. S'il vous plaît. Juste pour dire que le dossier est en cours, contrairement à ce qu'elle dit. Vous savez, notre système, malheureusement, il faut peut-être que, c'est peut-être notre faute à nous, mais il faut peut-être expliquer le système judiciaire ivoirien. Ça éviterait des interprétations qui ne sont pas toujours conformes à la réalité. Et ça, c'est très important. Vous savez, comme nous, on a une obligation de réserve. Oui. Mais sinon, on voit certains propos, on entend certains propos, on voit des déclarations sur les réseaux sociaux qui n'ont aucune commune mesure avec la réalité. Mais on ne réagit pas parce que nous avons une obligation de réserve. Mais justement... Ça relève très souvent d'une méconnaissance des mécanismes juridictionnels de notre pays. Mais justement, je vais vous poser quelques questions très précises sur la criminalisation du viol. Déjà, par rapport au dossier que vous traitez, est-ce qu'il y a des confrontations? Parce qu'on sait que c'est un aspect très particulier. Est-ce que le juge demande des confrontations entre un violeur et sa victime? Ça paraît violent, mais ça existe. Est-ce que ça existe? C'est une mesure qui est prescrite par le Code de procédure pénale, mais c'est le juge qui apprécie. S'il estime que la confrontation... C'est pas traumatisant de se retrouver face à... Il apprécie. Son agresseur. Le magistrat, il est formé pour ça. Et s'il estime que c'est traumatisant, la confrontation, il y a plusieurs manières de la faire. Nous avons nos techniques à nous. Ça peut pas être... S'il estime que c'est traumatisant pour la victime en raison des circonstances, en raison de son âge, il y a des techniques. Il y a la baie vitrée, etc. Il y a plusieurs techniques qui appartiennent au juge. Donc qui sont prévues par le Code de procédure pénale. Il s'agit pour le juge, mutatis mutandis, de les mettre en jeu pour aboutir. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité, la manifestation de la vérité. Et on parlait tout à l'heure des familles. Finalement, on a l'impression qu'elles s'immiscent dans le processus légal ou pénal du viol. Elles interfèrent, elles vous empêchent d'aller au bout. Est-ce que des familles viennent plaider leur cause pour dire il faut laisser cette plainte, elle ne doit pas aboutir? Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'obligation d'aller jusqu'au bout ou vous tenez compte? Je reprends à mon compte les arguments qui ont été avancés par tous les invités de votre plateau ce soir sur ce point. Mais comme je dis encore, c'est une méconnaissance de nos modes de fonctionnement. Le retrait des plaintes n'a aucune incidence sur une procédure. D'accord. Toujours les substituts viennent à mon bureau. Ah, mais patron, on a un retrait des plaintes dans telle procédure, surtout une procédure de viol. Je leur réponds invariablement, je n'ai pas vu. Il y en a un jour, pour rire un peu, qui n'a pas percuté. Il dit, mais patron, ça est entre mes mains. J'ai dit, oui, collègue, je vous dis que je n'ai pas vu. Pour vous dire que je passe outre. Et puis, c'est des faits tellement graves. Quand vous regardez les peines qui sont attachées, au viol, quand vous regardez les efforts des différents ministères qui ont conjugué leurs efforts, qui se sont mis en synergie pour aboutir à ce code pénal sur la question, il n'appartient pas à nous, magistrats, surtout pas aux magistrats du parquet, organes de poursuite, organes répressifs de l'État de Côte d'Ivoire, d'être le ventre mou de la répression d'une infraction qui, de plus en plus, est banalisée. Les événements récents sur un de vos plateaux, sur un plateau d'un de vos confrères, témoignent de la banalisation du viol. C'est pas acceptable. Allez-y, poursuivez. Mais je voudrais qu'on revienne aussi sur certaines pratiques, notamment sur le plan sociologique. On nous a bien dit que le viol, c'est pénétration par les voies anale, buccale, vaginale et autres. Et en préparant l'émission, mais quand même, sans stigmatiser quiconque, vous me disiez que dans certains cas de viol, au-delà de la perversité des prédateurs sexuels qui sont certainement les coupables, vous me disiez que parfois les gens agissent avec à l'esprit des rites culturels, peut-être des mythes, des traditions, des croyances, qu'elles soient religieuses ou sectaires. Explique surtout au niveau de la pédophilie et des viols des jeunes garçons. Ça concerne surtout, je disais que concernant le viol des enfants, il y a toujours une logique. Voilà, les auteurs ne sont pas que des pervers sexuels. Ils sont conduits par une certaine logique. On a mené une étude, la chaire UNESCO a mené une étude à Diokwe en 2014 concernant les cas de viol. Il y avait une augmentation de cas de viol sur enfants, sur les mineurs, de 0 à 5 ans. 5 ans, 10 ans maximum. Non, 5 ans, 0 à 5 ans.
Et les explications qui revenaient tout le temps, c'était qu'il y avait une forme de croyance magico-religieuse qui était en fait sous-tendue par le viol de ces mineurs-là. Et donc, certaines personnes, en quête de richesse ou en quête d'un quelconque pouvoir surnaturel, allaient en fait violer des enfants de moins d'1 an. Voilà. Sur recommandation d'un féticheur ou d'un marabout et tout. Et ça concerne aussi généralement, ce cas de figure-là, dans ce cas de figure, on a beaucoup de cas d'inceste. Des parents, en fait, qui vont avec leurs enfants parce qu'ils croient, ils ont une croyance dure qu'après cet acte, en fait, ils pourront accéder à un certain niveau, un certain statut social, voilà, plus aisé, plus commode pour eux. Donc, il y a toujours une logique derrière ce genre de viol. Donc, ce n'est pas que de la perversité. Non, c'est pas que de la perversité. Bon, même si ça reste très pervers. Hein. Oui, ça reste pervers, oui. Mais voilà, c'est toujours alimenté par une croyance magico-religieuse, surtout ici actuellement. Mais justement, comment on combat on parle là des différents types d'agressions sexuelles. Le viol en caractérise voilà, un type de violence sexuelle. Il y a les autres agressions dont on parle, notamment la pédocriminalité. Là encore, on s'interroge sur tous ces cas de figure. Je sais que tout à l'heure, vous vouliez réagir. Allez-y, je voulais relâcher pendant que ils intervenaient. Rapidement. Allez-y, madame. En fait, je voudrais revenir sur la question des données. Je voudrais dire que le ministère de la Femme a en charge les questions de violence basées sur le genre. Et comme je vous l'ai dit, la collecte de données se fait sur la base d'une pratique reconnue mondialement. Je vous ai dit qu'il y a 3 pays qui l'expérimentent, qui ont mis cette base de données au niveau international. Pour éviter, parce que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les violences basées sur les genres, qu'est-ce qu'on avait remarqué? On a remarqué effectivement qu'il y avait un certain dysfonctionnement dans la réponse. Il y avait un certain dysfonctionnement même dans la collecte de données. Et dans le but d'harmoniser, c'est aussi bien les partenaires du système des Nations Unies, les ONG et le ministère de la Femme, en plus des ministères techniques, qui se sont accordés à pouvoir adopter ce système-là. Et donc, pour éviter des doublons, il y a une codification qui nous permet d'enregistrer les cas de VBG. Et ces cas de VBG, ce sont des cas qui ont bénéficié au moins d'une prise en charge. Il ne s'agit pas d'une enquête. Une enquête pourrait parler de ce que j'ai vécu il y a peut-être 5 ans, 10 ans, parler d'une expérience vécue. Mais les cas du GBVMS, ce sont des cas qui sont réellement pris en charge. Et il est important que toutes les associations, tous les organismes fédèrent autour de ce système-là qui se fait à partir des structures sociales. Et on sait que les structures sociales en Côte d'Ivoire existent un peu partout. Même si elles ne fonctionnent pas en termes de plateforme, elles collectent quand même des données en lien parce que ça relève de nos attributions que de prendre en charge ces vulnérabilités-là. Alors, je voudrais qu'on reste un peu sur, justement, quand on décrit tous ces types d'agressions sexuelles, sur les agresseurs, les violeurs, les criminels, bon, les délinquants sexuels, je ne sais pas comment on qualifie juridiquement ces individus, pervers, ou vous l'avez dit, en tout cas, qui croient à certains rites. Autant, vous nous avez dit, en préparant l'émission, qu'il n'y a pas de stéréotype de femmes violées. C'est-à-dire que il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas de classe d'âge, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de lieu d'habitation privilégié, il n'y a pas, voilà, toutes les femmes sont potentiellement victimes d'un viol, notamment même 1 sur 3 au cours de son existence. 1 sur 3. 1 sur 3 au cours on est 4 femmes sur le plateau, si on compte toute l'équipe, ça veut dire malheureusement que potentiellement, voilà, ce qu'on peut subir. Maintenant, aussi dans le cadre de tous ces agresseurs, là aussi, il n'y a pas un stéréotype. On ne peut pas dire que c'est lié à une catégorie aussi de classe sociale, à une tranche d'âge. Il n'y a pas tout ça. Là, vous nous avez parlé de pratiques de gens qui sont dans des sectes ou des croyances. Il n'y a pas ça. En fait, il n'y a pas de profil type d'agresseur, de victime de viol ou enfin de profil type de violeur. On viole dans toutes les couches de la société. C'est peut-être parce que longtemps on n'en parlait pas, le viol restait dans les familles en fait, ça restait enfermé dans la communauté, dans la famille, qu'on n'en parle pas. Mais le viol c'est partout. Et en Côte d'Ivoire, plus de 40% des cas de viol ont lieu dans le milieu familial. Donc c'est partout. Ça peut être le professeur qui agresse son élève, ça peut être
le voisin du quartier qui agresse la fille du voisin, ça peut être le prêtre qui agresse sa fidèle, ou encore le marabout qui agresse la jeune dame qui est allée solliciter ses services. En fait, on viole partout, je le dis à chaque fois, on viole à l'église, on viole à la mosquée, on viole à la maison, on viole au travail, on viole dans les rues. Et pour revenir sur la question de la culture du viol, on nous dit très souvent, oui, c'est peut-être des filles qui sont peut-être, j'aime pas trop ce thème-là, qui sont peut-être dans la rue, qui sortent en boîte. Non, on a l'exemple type, l'Afghanistan, le Pakistan, on porte, les femmes sont vêtues de la tête jusqu'aux pieds, sont les pays les plus dangereux pour les femmes. Donc, allons-y nous poser des questions. Oui, effectivement, il y a toujours ce prétexte de la femme a provoqué. La femme a tendance à chercher par sa tenue, son accoutrement. Mais restons sur le stéréotype. Comment vous faites, justement, monsieur le procureur adjoint de la République, procureur de la République adjoint, comment vous traitez, au-delà de l'enfermement, de l'emprisonnement, ces agresseurs sexuels, ces violeurs? Est-ce que, par exemple, déjà, la castration chimique existe chez nous? Non, mais je pose des questions que certains se posent. Je vois que ça fait sourire sur le plateau. Mais ça veut dire qu'à part les enfermer, comment vous nous protégez définitivement de ces individus? Ils vont bien sortir. Comment on empêche la récidive? Comment on les traite? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique, un suivi médical? Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, vous me posez une question. Je dois dire, il faut que je précise mes fonctions. Moi, je suis magistrat et magistrat du parquet. Je ne fais pas de la répression, de la prévention. Je fais de la répression. Bien sûr, au sein du ministère, il y a des structures, il y a des assistants sociaux qui sont chargés. C'est pour ça que nos maisons d'arrêt sont également des maisons d'arrêt et de correction. Mais moi, mon rôle, c'est de réprimer tout comportement antisocial. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi? Maintenant, non, c'est pas ce que je dis. Je dis que cela relève de d'autres autorités, de d'autres compétences. C'est pas mon travail. C'est ce que je dis. Mais pouvez-nous dire si ça existe ou pas? La castration chimique, non, madame. Non, elle n'existe pas en Côte d'Ivoire. Non. D'accord. Non, mais c'est important. C'est la question que vous avez posée. Oui. Maintenant, je veux dire, on a des entités avec lesquelles nous travaillons. Bon, c'est un ministère partenaire, par exemple. Elle a parlé de prise en charge parce que, bon, c'est vrai qu'il y a la personne du criminel, du violeur qui est en prison, mais il y a la personne de la victime. Tous ceux-là sont pris en charge, mais en collaboration avec d'autres structures. D'accord. J'aimerais un peu relever une chose concernant le viol, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel. Je veux dire que la femme est la principale victime de ces différentes formes de violence parce qu'en fait, ces violences ont en commun en fait l'image sociale de la femme. Voilà. Et cette image elle est construite sur deux choses principalement. L'une, c'est le rapport de domination de l'homme sur la femme. Et le deuxième, c'est le sexe même de la femme. Et donc, dans notre société, en fait, nous sommes dans une société patriarcale où la femme, elle est enfermée dans un rôle d'épouse et de mère. Donc, elle est perçue comme objet sexuel, objet de plaisir ou alors comme moyen de reproduction. Voilà. Donc, à côté de ça, elle est aussi, elle n'est pas l'égale de son mari. Elle doit pratiquer, c'est-à-dire l'existence même de la femme est subordonnée à celle de l'homme. Donc il y a déjà une inégalité qui se joue dans la société entre l'homme et la femme. En plus de cette inégalité, de la domination de l'homme sur la femme, il y a le sexe de la femme qui est conçu qui est perçu comme un objet de plaisir et tout. Et donc aujourd'hui, ça donne en fait un droit d'usage sur le corps de la femme. Et donc, dans un foyer, dans une famille, dans la société, voilà, on peut expliquer le viol en fait comme un des effets pervers de la dévalorisation de la femme en fait. Mais vous dites le sexe de la femme, mais dans les agressions sexuelles, même s'il y a le terme sexuel, on est conscient, c'est pas juste des actes de violence type pénétration, parce que vous parlez de ça justement. Restons sur cette idée, cette image négative de la femme véhiculée dans nos sociétés, ce qui laisse certains hommes se permettre de les toucher de manière déplacée, d'avoir des postures inqualifiables les concernant. Là aussi, je reviens vers monsieur le procureur, puisqu'on est dans la répression. Est-ce que mettre la main, je vous parle très clairement, mettre la main aux fesses d'une femme sans son consentement, là encore, c'est réprimé par... Absolument, c'est ce que nous appelons l'attentat à la pudeur, madame. C'est réprimé. C'est réprimé. Parce qu'on comprenne bien, le viol fait partie des agressions sexuelles, mais elles sont nombreuses, ces agressions. Elles se déclinent sous plusieurs formes. L'attentat à la pudeur,
Ce que vous venez de décrire, c'est ce que nous appelons l'attentat à la pudeur. C'est une atteinte à visée sexuelle et un caractère impudique sur une personne de même sexe ou de sexe opposé. Mais là, contrairement au viol où on peut avoir encore peut-être des certificats médicaux, on peut avoir un suivi, il y a souvent des preuves, des traces tangibles et manifestement difficiles. Mais là, dans l'agression sexuelle, l'attentat à la pudeur, on a l'impression que c'est la parole de l'un contre l'autre. Comment vous faites ? Si moi je viens en tant que victime vous dire voici telle personne s'est permise de me toucher sans mon consentement, comment vous allez jauger de ça? Oui, bon, c'est au cas par cas, comme ça ça va être difficile de vous répondre, mais je vais dire que nous sommes en matière pénale et la preuve en la matière se fait par tout moyen. Nous avons les témoignages par exemple. Voilà, la preuve se fait par tout moyen. Aujourd'hui, il y a les SMS, les messages. Alors, les messages déplacés aussi? Il faut une atteinte à la pudeur. Voilà, on analyse tout ça, on met ensemble, et puis on regarde la plausibilité de la dénonciation qui a été faite par la victime. Donc, on appelle ça un faisceau d'indices qui concourt à corroborer les allégations d'une victime qui se plaint d'attentat à la pudeur. Donc, au niveau des agressions sexuelles, parce qu'il n'y a pas que le viol, malheureusement. Oui, il y a des agressions sexuelles, comme vous le dites, et ces agressions sexuelles partent de l'attouchement à des messages qu'on envoie à la victime, à de l'harcèlement aussi moral, parce qu'on lui met la pression, on l'invite, malgré elle, on est devant chez elle, des mots déplacés, et tout ça constitue... donc c'est toujours une histoire encore de consentement. Oui. C'est toujours une histoire de consentement, et notamment on n'a pas le droit de toucher le corps d'une femme sans son autorisation. Oui. Qui qu'on soit et quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison, quelle que soit la profession de la femme, quelle que soit, je veux dire... En gros, quel que soit son vécu social. Ici, dans l'imaginaire collectif en Côte d'Ivoire, on ne pense pas qu'une prostituée puisse être victime de viol. Alors que si. Si, parce que là, elle est dans le cadre de son travail, c'est un commerce. Donc, je veux dire, il y a un échange qui est fait. Et quand elle dit non à un moment, c'est non. Donc, une prostituée peut être victime de viol. Moi, je pense qu'il y a aussi, en fait, comme Madame Ghazali, enfin, Annick le disait tout à l'heure, c'est la question même, enfin, du corps de la femme. En réalité, le corps de la femme ne nous appartient pas. On est dans une société où on est femme, on nous éduque en tant que petite fille. Juste à toujours, à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, être de bonnes épouses, pas être des femmes simplement. Et du coup... On va voir que la femme qui est mariée va être respectée dans la société, mais celle qui n'est pas mariée, quand on se retrouve dans un milieu, si les dames, les jeunes dames qui vendent dans les rues pouvaient parler de tout ce qui est attouchement, dont elles sont victimes, des apprentis de Gbaka ou encore des serveuses dans les maquis, enfin, celui qui est content, qui n'est pas content, te donne une tape en fait sur les fesses. Voilà, en fait, c'est l'image en fait collective. Le corps-objet de la femme. Le corps-objet de la femme. Et c'est surtout ça. En fait, la femme, c'est un peu un sexupate. Qui appartient à tout le monde, sauf à elle, finalement. Le corps de la femme appartient à tout le monde, sauf à elle. Oui, sauf à elle. Et ce qui est malheureux, en fait, c'est que la femme est parvenue, en fait, étant donné que c'est une histoire d'éducation et tout, à la base et tout, c'est culturel, c'est religieux et tout. Donc, la femme a fini par intérioriser le fait que, voilà, elle n'est pas, je veux dire, le déni de son humanité. Elle est arrivée à un point où elle se dit que son existence, en fait, est conditionnée à subir tout ça. Voilà, à subir tout ça. Et même donc, quand même elle est victime de violence, elle a du mal à s'exprimer. Et quand elle arrive à s'exprimer après, elle se reprend, et puis il y a vraiment beaucoup de facteurs. Oui, c'est ma faute. La culpabilité. Elle s'auto-culpabilise, et donc finalement, c'est elle encore qui va vers les autorités compétentes pour retirer la plainte. Alors j'aimerais qu'on s'attarde cette fois-ci sur autant le viol, on est tous conscients de la banalisation. On avait tous parlé en préparant cette émission de votre finalement désolation face à cette banalisation. Mais quand on parle d'agression sexuelle, d'autres types d'agressions sexuelles, et notamment quand on parle du harcèlement sexuel, alors là, on a vraiment l'impression que c'est inexistant dans notre société. Il y a un déni, un déni total sur ces questions. On a tous vu les événements sous d'autres cieux, MeToo, on a tous vu ça, mais bon, en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est comme si ça n'existait pas.
Pour preuve que si, malheureusement, je vous propose de regarder un élément, justement avec des témoignages de victimes sur le harcèlement sexuel en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, violer ou harceler est considéré comme un acte criminel punissable par la loi. Vicier stratégie de combat. Un homme fort, un homme intelligent, un homme sensé ne viole pas. Un crime infâme, une faiblesse de l'âme, seul ou à plusieurs, aucun n'en sortira vainqueur. Les victimes marquées à vie, les bourreaux derrière les barreaux, par souci de justice, condamnés ceux qui en font leur vice. C'était dans un environnement où le type, il se promenait de bureau en bureau pour aller faire des attouchements aux femmes en fait. Et ces femmes avaient tellement honte d'en parler que voilà, elles n'ont jamais pu le dénoncer en fait. C'est une seule qui a eu le courage. Et après ça, il a été mis à la porte. Moi, mon problème se situe au niveau de la législation concernant ces dérives-là. Les attouchements mineurs, là, la législation doit être sévère sur ça aussi. Parce que je pense qu'au fur et à mesure que les années avancent, voilà, ça devient de plus en plus grave en fait. Et la législation doit être sévère là-dessus. Maintenant, la société doit changer son regard de jugement sur ces personnes-là aussi. Parce que si c'était facile de parler à visage découvert, moi j'allais le faire. Mais la famille va te juger. Ta famille va te juger. Même le simple fait de faire ça. Peut-être quelques personnes me reconnaîtront. Je ne sais pas, mais on va me juger. Mes parents vont me juger. Ah, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Mais deux fois tu dis, on ne te croit pas en fait. Tes amis vont te juger. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que ce qui s'est passé là, c'est grave pour que tu ailles, tu en fasses toute une histoire? La société est dure envers ces personnes-là. J'étais dans une entreprise et voilà, mon patron voulait qu'on sorte ensemble en fait. Et moi je lui disais ah non, Jean, ça m'intéresse pas en fait. Je disais que ça m'intéresse pas. Et il me disait bon, je vais t'inviter et voilà, tu vas venir. Et moi je lui disais non patron, si c'est pas pour travailler, voilà, je peux pas venir. Donc il m'invitait à l'extérieur du pays, je refusais. Souvent il m'invite à Attigny, je refuse chaque fois. Il me relance les week-ends et tout. Là où ça m'embêtait, c'est que quelquefois, par exemple, après les réunions, après les les réunions de direction, il va me dire de rester un peu. Il va essayer de me toucher ou voilà. Et moi, ça me plaisait pas. Honnêtement, ça me faisait pas plaisir. Donc je lui disais très poliment. Ça aurait été une autre personne, j'aurais dit violemment, laisse-moi en paix ou je sais pas quoi. Mais comme c'est mon patron, je peux pas être violente verbalement. Donc je lui disais poliment, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez et tout. Donc après, ça agit sur moi mentalement parce qu'à un moment dans l'entreprise, je m'habillais mal en fait, je vais dire. Parce que je ne voulais pas qu'il me voie comme une femme. Je ne voulais même pas qu'il ait du désir pour moi. Tout ce que je voulais en fait, c'était travailler. Et je me suis vraiment acharnée au boulot. Je restais au boulot jusqu'à 21h, 22h. Parce que je voulais qu'il me remarque en fait pour mon travail. Pas parce qu'il estime que je suis jolie, je ne sais pas quoi. Mais ça ne servait à rien en fait. Il me disait, ah, c'est pas ton entreprise, c'est mon entreprise. Je veux pas ton argent, je t'ai dit que c'est toi que je veux. Je dis non, que monsieur, je vous suis plus utile en fait en travaillant plutôt que dans votre lit. Il dit c'est pas ton problème. Donc c'était ça à chaque fois. Pour signer certains documents par exemple, il va attendre 19h, il va laisser jusqu'à 21h ou 22h30 avant de pouvoir, parce qu'il veut forcément se retrouver seul avec moi. Or, c'est un document par exemple dont j'ai besoin peut-être le lendemain, très tôt. Donc si je ne fais pas signer par exemple la veille, il y aura un souci. Du coup, je suis obligée de rester jusqu'à 22h avec lui dans son bureau. Il va essayer de dire, viens t'asseoir sur mes pieds. Il va essayer de me toucher. Tout ça m'emmerdait en fait. Ça m'emmerdait. Une fois, il m'a appelé dans son bureau. Et ça, il faisait régulièrement. Quand j'arrive le matin au travail, il m'appelle parce qu'il y a des caméras dans le hall. Donc, il m'appelle. Quand j'arrive, je me dis, ah non, c'était pour regarder comment tu es habillée. Donc, tu es bien habillée, hein. Tu es comme ci, tu es comme ça. Viens t'asseoir un peu sur moi. Une fois, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, ah, c'était pour voir comme tu es habillée. Il m'a dit, tu es jolie. J'ai dit, merci, patron. Et il a essayé de s'approcher et moi, je reculais. Monsieur, je ne vais pas te faire de balle, c'est juste pour te serrer dans mes bras. J'ai dit, mais je ne veux pas que vous me serrez dans vos bras, en fait. Et il s'est approché de moi. Et il a essayé de me prendre dans ses bras et je l'ai poussé. Et j'ai ouvert la porte, je suis partie. Qu'il soit puni, parce que violer, c'est aussi tuer. Le viol a exterminé comme la gale. Cessez de violer, de toucher vicieusement ces filles, ces adolescentes, ces dames, ces mères et ces grands-mères. Les corps
n'est pas un outil. Une violence gratuite, des personnes mal instruites en quête de fortes sensations. Une femme n'est pas une satisfaction de l'instinct. Elle est détruite après un viol. Des filles, des femmes en sont parfois tuées. Reconstruisons ensemble les femmes ayant eu le malheur d'avoir été violées. Oser en parler, c'est casser le tabou. Messieurs, un nom reste un nom. Alors, monsieur Léo, les images parlent d'elles-mêmes. Que dit la loi en Côte d'Ivoire sur les cas de harcèlement sexuel? Alors, je voudrais tout de suite, avant de répondre à votre question spécifiquement, dire que les 2 cas qui ont été présentés tout à l'heure, comme vous avez voulu que votre vision ait une visée pédagogique, le premier cas, ce n'est pas un cas de harcèlement sexuel. Alors, attendez, à son corps défendant, c'est nous, peut-être, en tout cas dans le sein de l'équipe, qui n'avons pas pris les bonnes parties. Parce que moi, je l'ai eu longuement, cette jeune femme en ligne, des jours suivants, en préparant cette émission. Et c'est dans le cadre de ses études. Elle avait un enseignant qui lui disait que pour avoir ce diplôme, ou pour avoir une telle note, il fallait avoir des rapports sexuels avec elle. Elle a réussi à tenir tête, parce qu'elle a été plus courageuse. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le décrit. Elle se dit qu'elle ne s'est pas laissée faire par rapport à d'autres, sans incriminer les autres. Donc, ça n'a pas été dit dans l'élément, mais effectivement, c'était ça. D'accord. Maintenant que les faits sont plus précis et plus détaillés... Pour le juriste que vous êtes... Je peux vous dire que ça tombe dans la qualification de harcèlement sexuel tel que prévu par l'article 418 du Code pénal. D'accord. Voilà. Et son souhait est de voir que ces actes-là soient incriminés, oui. C'est fait. Elle souhaite voir la répression la main de la justice être ferme. Enfin, le législateur nous donne jusqu'à 3 ans. C'est le plafond. Le plancher étant 1 an. Voilà. Des peines, c'est-à-dire ça va de 1 à 3 ans. D'accord. Et je dois préciser également qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Et le juge ne peut pas lui accorder le sursis à l'auteur de tel fait. D'accord. Je pense que la sévérité est de mise. Alors, mesdames, on a l'impression qu'il existe, et vous allez nous le confirmer, monsieur Yeo, on a l'impression qu'il existe un droit de cuissage, excusez-moi l'expression, dans notre pays, et que par conséquent, beaucoup de femmes ne peuvent pas travailler ou étudier sereinement, sans avoir à subir toutes sortes de chantages sexuels de la part des hommes. Votre sentiment? J'en parlais tout à l'heure avant l'élément. Je disais que c'est un phénomène vraiment social. C'est un phénomène social qui prend ses sources, son origine dans l'éducation. Donc, la femme est éduquée comme une épouse. Et puis, il y a toute cette représentation sociale de la femme qui enferme la femme, en fait, dans ce rôle-là. Je veux dire, il faudra vraiment prendre des mesures qui aideront en fait à déconstruire cette image sociale de la femme. Parce que tout tourne autour de la figure sociale de la femme. La femme comme épouse, la femme comme mère, la femme, je veux dire, l'aide de l'homme et tout. Donc, dans le cas de harcèlement sexuel, c'est vraiment très fréquent dans tous les milieux. Et sans vous interrompre, pour rebondir justement, lorsqu'il y a eu la loi qui devait passer sur le chef de famille, on a beaucoup entendu ce discours de la part de la gente masculine, si j'ose dire, en disant la femme ne peut pas être le chef de famille. Oui, effectivement, on a entendu beaucoup de choses en rapport avec ces articles en lien avec le mariage. Mais il faut comprendre une chose, ce n'est pas fortuit que l'État de Côte d'Ivoire en a décidé ainsi. Dans les faits, la femme est chef de famille. Parce que on se rend compte qu'il y a des familles où c'est la femme qui tient les rênes, où l'homme n'existe pratiquement pas. La femme est abandonnée avec les enfants. En ce moment-là, qui est le chef de famille? C'est elle. Vous parlez de familles monoparentales? Oui, les familles monoparentales. Elles assument pleinement leur rôle, aussi bien de papa que de maman dans la cellule familiale. Même étant mariées, elles le font. Mais pour revenir sur les cas justement du harcèlement sexuel et cette idée que vraiment que les femmes ne peuvent pas... Il y a aussi une autre idée reçue, mesdames, dans les préjugés. Dès qu'une femme bénéficie d'une ascension professionnelle, quel que soit le domaine professionnel,
il y a toujours cette petite musique, cette suspicion. C'est peut-être pas un cas d'harcèlement, le procureur va me dire que c'est pas pénalisé, mais il y a toujours cette idée reçue selon laquelle la femme a dû bénéficier de faveurs sexuelles, voilà, qu'elle a réussi professionnellement grâce à un homme. Soit pour avoir eu des relations sexuelles, mais jamais de par sa propre compétence. Ça aussi, c'est quand même... c'est insupportable et c'est... Ouais. On lui dénie des compétences intellectuelles. Et qu'est-ce qui était dans la culture? Regardez, remarquez dans nos traditions. Qu'est-ce qu'on disait? La femme est bonne pour la cuisine, le petit garçon, il est bon pour aller à l'école. Vous mettez des jumeaux au monde, une fille, un garçon, on priorise la scolarité de l'homme par rapport à celle de la fille. Pourquoi? Parce que dans les préjugés, on estime que la femme, elle est moins intelligente que l'homme. Et donc, évidemment que ça nous conduit à cet état de fait-là, de considérer la femme moins intelligente que le garçon. Et dans la construction sociale de l'homme, il y a des éléments qui participent pour réduire les capacités intellectuelles des femmes. Vous prenez un garçon, une fille, vous dites à la fille, va faire la cuisine. Pendant ce temps, le petit garçon, il est en train d'étudier. C'est ça. Quand elle finit de faire la vaisselle, la cuisine, il est 22h, il est 23h. En ce moment, elle a que peut-être 1 heure de temps, 2 heures de temps pour aller au lit. Le petit garçon, quand il a fini, il a suffisamment de temps pour se reposer. En ce moment-là, vous réduisez les compétences de la fille. C'est social, c'est culturel. L'éducation qu'on a reçue, on ne perçoit pas ces aspects-là, mais c'est tous ces petits éléments-là qui entraînent à ces états. C'est la raison pour laquelle, pour nous, en fait, qui sommes féministes, on parle, pour des hommes pro-féministes, on parle de la masculinité toxique. Et malheureusement, on va éduquer la masculinité toxique, c'est éduquer le garçon à être, en fait, à être supérieur à la femme, à être l'être, enfin, dominant. La femme est celle qui est assujettie à toutes les tâches secondaires. Et malheureusement, c'est depuis l'éducation. Prenons nos livres depuis le primaire, c'est à qui s'y porte un petit canari sur la tête, papa regarde la télé, Billet, enfin, joue, enfin, tout, c'est hyper genré et c'est comme on va dire ça, il y a une reproduction sociale du travail, si je peux, enfin, on peut s'exprimer peut-être comme les marxistes, en fait, où la femme arrive toujours en arrière dans cette reproduction sociale-là. Et malheureusement, on va même prendre des pratiques. On dit oui, mais quand elle a des cheveux, qu'elle part à l'école, ça signifie qu'elle va peut-être séduire son professeur. Il faut qu'elle porte en fait une longue jupe, en fait. Et du coup, c'est l'aspect en fait sexualisant du corps de la femme qui en ressort. Et ça se retrouve partout, le harcèlement sexuel, surtout dans le milieu universitaire. Le nombre de filles qui n'ont jamais soutenu leur mémoire. On a des dossiers, enfin, de professeurs, je ne vais pas dire de nom pour ne pas me retrouver avec une plainte de diffamation, j'ai déjà trop de dossiers à gérer à la Ligue, mais de professeurs, surtout en fac de droit, à l'université de Cocody ici, qui harcèlent des étudiantes. Il y en a un même qui a eu des sanctions, en fait, de l'université, je crois, du CAMES. Et c'est des choses comme ça qui sont reconnues. Peut-être aussi demander à ces jeunes filles-là de ne pas se sentir seules. Mais pourquoi ils ont une telle aisance? Excusez-moi, monsieur le procureur, même si je ne vais pas vous accabler de tous les maux de notre société, mais vous êtes quand même censé nous protéger, donc je me permets de venir vers vous à chaque fois. Mais la loi, qu'est-ce que vous faites dans ces cas de figure? Parce que quand même, les cas sont nombreux. Les cas sont nombreux. Comment faire pour freiner cet élan malsain d'une part de la population masculine? On ne va pas généraliser. Et puis on va parler du cas contraire, parce que des hommes aussi disent subir parfois des harcèlements, même si comparaison n'est pas raison. Oui, c'est cette précision que je voulais faire. Bon, défendez la gente masculine, monsieur le procureur. Voilà, pour la bonne pédagogie, pour dire que toutes les infractions que nous avons évoquées ici, qu'il s'agisse du viol, qu'il s'agisse de l'attentat à la pudeur ou tout récemment du harcèlement sexuel, c'est dans les deux sens, hein, c'est dans les deux sexes. Oui. Ouais, c'est vrai que dans le nombre d'hommes qui est victime de ce genre d'agissement est marginal, mais pour autant, ça existe. Oui. Ça existe. Ceci dit, moi, magistrat du parquet, le parquet est dans son rôle. Si nous recevons des dénonciations ou des plaintes, notre rôle, c'est de donner une suite. Vous voyez, c'est de donner une suite. On peut même s'auto-saisir, même sans plainte. Voilà, on peut se saisir proprio motu, mettre en mouvement les enquêtes et puis l'action publique ultérieurement. Donc c'est notre rôle. Mais elles l'ont dit avant moi, la règle dans ce milieu, c'est l'omerta. C'est le silence. Il y a une espèce de chape de plomb qui pèse sur les victimes.
il y a un lien de subordination hiérarchique dans le cadre professionnel ou même avec l'enseignant. Vous nous disiez qu'il n'y a pas un caractère aggravant en parlant tout à l'heure du viol et des ascendants, mais là, que ce soit notre employeur, notre directeur, notre responsable, notre, je sais pas, chef de service, est-ce que ça modifie la sanction? Je ne sais pas si c'est comme ça que je dis. Dans le viol, si c'est un ascendant, c'est une circonstance aggravante. Non, oui, mais justement, là, je me dis quand il y a un lien de subordination, là, je parle du harcèlement. Oui. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a des cas. Oui, tout à fait. Oui, le fait qu'on a un lien de subordination hiérarchique, que ce soit le directeur général, que ce soit le patron, le PDG de je ne sais quoi. Absolument. Madame Gégé, si je peux en fait intervenir sur la question du harcèlement. Normalement, dans chaque entreprise en Côte d'Ivoire, il doit avoir imprimé la loi sur le harcèlement, en fait, en milieu, la loi sur le harcèlement. Mais ça se fait pas. Dans combien d'entreprises, en fait, que cela est fait. Et après, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a le code de conduite de l'enseignant qui date de 2016, si je ne me trompe pas, qui régit la pratique, en fait, les relations entre enseignants et, comme on dit ça, et élèves, en fait. Et je crois que l'article 14, en fait, de ce code de bonne conduite-là, réprime totalement, en fait, le harcèlement, en fait. De la part d'un enseignant vis-à-vis de l'élève. Après, je ne sais pas si au niveau de l'enseignement supérieur, il y a un code de bonne conduite, mais bon. Après, excusez ma question, hein, qui, bon, elle est ce qu'elle est, mais ça m'interpelle, parce que c'est vrai qu'on doit parler aussi des hommes victimes et pas se focaliser sur les femmes, même si les proportions ne sont pas du tout les mêmes sur ces questions-là. Mais on a l'impression, vous allez me dire, hein, si je me trompe, qu'une femme qui harcèle sexuellement un homme, on a l'impression que c'est pas juste pour assouvir un désir, mais peut-être pour bénéficier justement d'une ascension haute. À quel point elle se dévalorise, qu'elle a peut-être besoin de passer par là pour réussir. Alors qu'un homme, j'ai l'impression, mais attention, je marche sur des œufs, c'est vraiment une impression, je vous demande votre avis. Est-ce qu'on peut vraiment comparer ce type de harcèlement, ou c'est juste l'acte qui compte, la victime c'est la victime, et peu importe les circonstances sociales La victime c'est la victime. Une femme peut harceler par amour. Oui, j'ai pas pensé à ça. Non, je souhaiterais qu'on reste on est dans le cadre légal. Ouais. Dans le cadre légal. Hein, harceler par amour, non, ça n'existe pas. Moi, je pense qu'on harcèle. Voilà. Le harcèlement est précis. Hein, c'est vrai qu'il n'est pas défini, mais les hypothèses de harcèlement sont définies par le code pénal. Hein, c'est exiger, par exemple, des faveurs sexuelles en retour, je veux dire, d'une promotion, d'une distinction, d'une décoration. Vous voyez, en fait une condition. C'est ça le harcèlement, juridiquement s'entend. Bon, bien sûr, je ne vais pas m'aventurer dans les sables mouvants de la sociologie et d'autres définitions. Oui, comme moi j'ai tenté de faire. Voilà. C'est juste avant. Le juriste que je suis, voilà. Le code est clair, c'est ce que nos compatriotes doivent savoir. Parce que savoir qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais on rappelle que les femmes sont plus victimes. Bien entendu, on est d'accord. De ça, proportion gardée. Les statistiques faisant foi. J'aimerais revenir sur un fait concernant le harcèlement, les violences sexuelles en général. C'est qu'il y a cette part de l'éducation, en fait, qui, concernant le consentement. Donc, dans notre culture, quand on éduque une fille, je veux dire, dans l'éducation de la fille comme du garçon, la fille, même quand le garçon qui vient vers elle, quand elle a des sentiments pour lui, elle ne doit pas tout de suite déclarer ses sentiments. Selon notre culture, elle ne doit pas tout de suite montrer son intéressement. Elle doit un peu se jouer les durs et le garçon, voilà, démontrer sa virilité en insistant. Et donc, du coup, ça crée un flou dans les esprits concernant les cas de viol. On se dit dans l'imaginaire social que la femme qui est en train de dire non, c'est pour dire oui après. C'est pour dire oui après. Donc, en fait, il faut revoir aussi cette construction sociale-là. Il faut revoir ce côté de l'éducation. Une fille qui est intéressée par un garçon peut manifester, a le droit, en fait, de manifester son intéressement. Pas jouer, en fait, sur voilà, une image de la fille qui doit être réservée et tout. Et ça contribue en fait à créer le flou autour de la question du consentement.
poursuivre sur cette idée, on se souvient tous, hein, encore une fois, j'insiste sur ce qu'on a vu ailleurs, les MeToo, tous ces phénomènes qui ont permis à beaucoup de femmes de libérer leur parole, ou comme on disait souvent, la peur de changer de camp. Comment y parvenir dans notre pays? Comment faire pour que ces questions soient prises à bras le corps et qu'on en parle franchement et qu'on aide toutes ces victimes qui sont visiblement très nombreuses? Comment faire pour que le harcèlement sexuel soit une réalité et qu'on en tienne compte et pas juste des mœurs dans les bureaux au vu aussi en plus de tout le monde? Elles sont nombreuses à venir donner des témoignages de ce qu'elles subissent dans leur cadre professionnel ou scolaire. Pour moi, il faut en parler. La première des choses, à qui? C'est de briser le silence. Dans le cadre professionnel, on a les DRH, on a des syndicats qui existent. Il faut se référer à ces syndicats pour porter la question. Il y a également le tribunal du travail qui existe, où on peut aller se plaindre des cas de harcèlement quand on est dans le milieu professionnel. Elle a parlé tout à l'heure de l'école. On a également des structures sociales qui existent dans l'école. On a des éducateurs qui existent dans l'école qui peuvent prendre la défense de ces élèves-là. Il faut oser dénoncer. Et tant que ce n'est pas su, on ne pourra pas régler cette question. Mais est-ce que certains agresseurs, de par justement leur titre, leur statut, ne bénéficient pas, ne jouissent pas d'une impunité? Et puis, vous donnez un exemple tout à l'heure quand en parlant de la préparation de l'émission avant le démarrage. Vous nous disiez qu'effectivement, les victimes ne sont pas dans une catégorie socio-professionnelle particulière, mais parfois, ça touche des femmes dans des situations de précarité parce que elles ne peuvent pas laisser cet homme violent dans leur couple parce qu'elles ne sont pas autonomes. Et là, pareil, avec un lien de subordination hiérarchique, est-ce qu'une femme, peut-être dans une famille monoparentale, va laisser son emploi pour aller dans tout un processus juridique qui ne va peut-être pas aboutir? Est-ce qu'on en tient compte de ça? Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit en tant qu'association, moi j'ai mon rôle en tant qu'association, ou même en fait quand je suis sollicitée à les fonctions de la Ligue, en tant qu'aînée, politiste, je vais parler à des étudiantes en sciences politiques ou des étudiantes en droit de l'homme, en droit, spécialité humanitaire. Je dis à chaque fois, n'hésitez pas à remonter peut-être vers nous qui, en guillemets, aujourd'hui, n'avons pas peur de porter de la voix ou d'aller vers des associations, dénoncer. Si peut-être vous avez peur, vous, en tant que personne, de dénoncer un prof qui harcèle, de dénoncer un PDG d'entreprise, un directeur d'entreprise qui harcèle, il y a des associations aujourd'hui. Elles sont nombreuses. Aujourd'hui, il y a eu quand même, en fait, je ne sais pas si on peut s'exprimer, une montée en puissance d'associations de défense des droits des femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Il y a par exemple le collectif des activistes qui est composé de plus de 20 associations qui accompagnent, ça part de la prise en charge psychologique à la prise en charge juridique et sociale. Donc, briser le silence, c'est pas le dire moi je le fais, je décide de briser. C'est peut-être passer aussi par des associations, des personnes en fait averties pour pouvoir dénoncer. Et il faut surtout pas avoir peur. On est victime, point. C'est pas nous en fait qui sommes responsables du harcèlement. Je suis pas responsable du fait que le directeur d'entreprise aime bien mes seins ou aime bien mon postérieur. Ça c'est lui qui le voit. Donc vous nous dites parfois de ne pas y aller frontalement et de passer par un tiers, notamment. Justement, ça peut être aussi le milieu associatif. Psychologiquement. Donc, Oui, comme elle le disait, il n'est pas toujours facile de dénoncer ce genre d'abus. Et donc, les associations comme la Ligue ivoirienne des droits des femmes contribuent. Aujourd'hui, si on assiste à une forme de réprobation sociale des cas de viol, c'est justement parce que les victimes, désormais, se sentent écoutées, elles se sentent soutenues. Désormais, elles sentent que leur voix porte. Du coup, on commence à briser le silence en ce qui concerne les cas de viol principalement. Le harcèlement sexuel, on n'y est pas encore. Mais voilà, en ce qui concerne le viol... J'insiste sur le harcèlement sexuel parce que quand c'est dans le cadre professionnel, encore une fois, la finalité, c'est quoi? C'est la perte de l'emploi. Après, et il y a des réalités que beaucoup ne... Après, ce qu'on fait, par exemple, à la Ligue, on ne va pas forcément... soit au niveau de la justice, on va peut-être écrire aux responsables de l'entreprise, parce qu'il y a une de vos employés qui nous a saisi concernant un cas de harcèlement qui touche en fait tel ou tel. En fait, également, le règlement à l'amiable, c'est pas forcément dans de tels cas, par exemple, on peut procéder par l'amiable, avertir en fait l'entreprise de pouvoir régler, trouver une solution à ce problème. Et quand il n'y a pas de solution,
on peut monter, aller voir en fait monsieur le procureur. Et surtout que je ne pense pas que je ressemble à un épouvantail. Non, on va aller voir monsieur le procureur. Donc c'est comme ça, mais déjà commencer à avoir des pourparlers avec l'entreprise pour dire qu'effectivement il y a tel cas et trouver une solution. Il n'y a pas peut-être que cet employé, il y a peut-être d'autres employés. Et dans bien des cas, on arrive en fait à des fins, si on peut dire, heureuses. Monsieur le procureur, vous avez des chiffres sur les cas d'harcèlement sexuel à Abidjan, puisque c'est souvent... Non, malheureusement. Mais je pense que c'est marginal. Parce qu'on a quand même 64 ou 74 cas de viol l'année en cours, donc harcèlement sexuel, c'est quoi? Non, j'ai pas de 0. chiffre, je dois dire que je n'ai pas cherché. Bon. Mais c'est plutôt rare le harcèlement sexuel. Comme je le disais tantôt, elles l'ont dit également, c'est l'omerta. Et puis bon, il faut... Elles ont peur souvent, en raison des liens qu'il y a avec celui qui harcèle, de porter plainte. Mais à défaut de porter plainte, on peut faire une dénonciation. Une dénonciation, on n'est pas obligé de donner ses noms et ses prénoms. Voilà. C'est-à-dire? Il y a les canaux qu'elle a exposés tout à l'heure qu'on peut explorer, associatifs, etc. On approche, on fait des courriers, on approche les responsables. Excusez-moi, ce sera peut-être la question. C'est quoi la différence entre dénonciation et la plainte? Si je dénonce mon agresseur... Vous êtes un citoyen. Oui. Vous êtes une citoyenne. Oui. Vous êtes témoin d'un vol ou d'un viol. Oui. L'auteur ne veut pas porter plainte. Oui. Ah, moi, je vais... D'accord. Ça peut être anonyme. D'accord. D'accord. Donc, c'est-à-dire que nous autres, les collègues, les autres étudiants de l'université, de sortir du silence si la victime elle-même n'arrive pas à passer le cap. Souvent, il y a une chape de plomb, comme je l'ai dit, qui pèse sur la victime, elle ne peut pas le faire. Donc, il appartient à tout le monde de se comporter en bon citoyen. D'ailleurs, c'est ce que demande la loi. Quand vous avez connaissance d'une infraction, vous avez l'obligation, en bon citoyen, de la dénoncer aux autorités compétentes. Bon, c'est sur ces belles paroles qui, j'espère, seront suivies de faits que l'émission va prendre fin. Vous vouliez peut-être un dernier tour de table très, très rapidement pour me dire, en fait, peut-être parler à toutes ces victimes, femmes et hommes. Malheureusement, les enfants, on imagine que c'est encore un cas particulier et moi, vos chiffres sont vraiment effrayants les concernant. Est-ce que je pourrais dire, ou le mot de fin, on peut dénoncer, il faut dénoncer. Et pour ce fait-là, le ministère a mis en place une ligne verte, la 1308, qui concerne les violences basées sur le genre, mais une seconde ligne qui est la 106 pour les cas de violence sur les enfants. Donc nous avons deux lignes sur lesquelles on peut dénoncer. Alors répétez-les, s'il vous plaît. La 106 et la 1308. D'accord. Merci. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation, pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1.